Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Mickaël. Salut Gauthier. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui dans les locaux de Doctolib pour ce nouvel épisode de Design System. Comme d'habitude sur ce podcast, on va commencer par découvrir un petit peu ton parcours et puis après on va parler un peu plus de ton rôle de design director chez Doctolib. Mais avant de commencer, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît ? Eh ben, déjà merci Gauthier de m'inviter pour cette Avec plaisir. nouvel épisode. Donc je m'appelle Mickaël, j'ai eu 40 ans récemment. Je suis donc design director chez Doctolib depuis 2 ans et demi maintenant. Et du coup, j'encadre toutes les activités qui concernent la user research, le product design et le brand design. Super. Alors, je pense qu'on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Avant qu'on parle de Doctolib, j'aimerais bien un peu comprendre ton parcours et comment tu en es venu à faire du design parce que, en fait, tu as commencé par faire des études d'ingénieur, aux arts et métiers. Et après, tu as fait pendant un petit temps du consulting et du project management. Et après, tu es devenu architecte de l'information chez BETC pendant plus de 3 ans. Et du coup, j'aimerais bien comprendre comment tu es passé d'ingénieur à designer. Alors déjà, en fait, avec du recul, entre l'ingénierie et le design, finalement, il n'y a pas une énorme différence. Mais ça, je l'ai découvert bien après, finalement. Quand j'ai commencé ma carrière juste après les arts et métiers, j'étais pas très intéressé par l'ingénierie lourde, on va dire, sur l'industrie, ce qui est l'automobile ou ce genre de domaine. Donc du coup, j'ai été chercher plutôt vers l'IT. J'étais déjà à l'époque très attiré par le digital, le web, même si c'était un peu le début, hein, on est au milieu des années 2000. Et j'étais pas très heureux dans ce que je faisais. Mais il y a une chose qui était très intéressante, c'est que je faisais beaucoup de spécifications fonctionnelles. Donc chef de projet, dans des environnements qui étaient assez complexes, typiquement sur de la paye, des modules de paye, ce genre de choses. Donc c'est assez complexe dans le sens où il y a des règles de métier dans tous les sens. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'opportunité de devenir chef de projet web chez Havas. Et quand j'arrive chez Havas, donc là je passe déjà dans un autre monde parce qu'on est plus lié à la communication et donc à un digital plus événementiel avec des éléments graphiques, ce que je connaissais pas avant. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour passer de la SIRH qui est extrêmement compliquée avec des règles techniques à de la communication qui est quelque chose de totalement différent? Comment tu fais cette bascule? Moi, je pense que tout simplement, SIRH, moi, j'étais pas heureux du tout. Donc j'étais vraiment beaucoup plus attiré par des milieux beaucoup plus créatifs. D'accord. Donc j'ai vraiment tout fait pour provoquer ce changement d'entreprise, de type d'entreprise. Même si je venais d'un background et d'éducation d'ingénierie. Je dis pas que quand je suis arrivé dans le monde de la communication, ça a été facile. Parce que du coup, j'avais aucun code. J'avais rien appris à l'école. Donc c'est vrai que les premiers temps, quand j'étais chez Havas, c'était à la fois nouveau dans le savoir-faire et dans le savoir-être. Tu faisais quoi justement chez Havas ? Chef de projet web. C'est-à-dire ? Chef de projet web, c'est-à-dire qu'on avait un client qui nous demandait, je sais pas, un mini-site sur tel produit. Souvent, c'était des produits de grande consommation. Et du coup, on réalisait ce site. Donc après, c'était faire la coordination avec les développeurs, les directeurs artistiques et donc toutes les personnes qui sont autour de ce type de projet. Ok, à ce moment-là, tu fais encore pas totalement de design ? Non, pas du tout. À quel moment tu fais cette bascule ? En fait, je suis pas très bon chef de projet à l'époque. L'interaction avec les directeurs artistiques, c'est compliqué. Avec les développeurs, c'est compliqué. Par contre, je me rends compte d'un truc, c'est que il y a beaucoup de projets qui vont dans le mur pour des problèmes de spécification, justement. Où du coup, en fait, on a souvent une homepage qui a été réalisée par un directeur artistique. On donne au développeur et en fait, le développeur doit développer tout le reste pendant du coup toute la phase de production, quoi. Ce qui du coup on peut pas concevoir pendant qu'on réalise. Et du coup moi de mon expérience précédente SIRH, on faisait énormément de spécifications et après seulement on partait en production. Et donc du coup
j'ai proposé à ce moment-là à mon boss à l'époque, de dire mais j'ai l'impression qu'il manque un métier, qui était donc du coup consultant fonctionnel. Et donc je suis passé de chef de projet à consultant fonctionnel où j'étais transverse sur toutes les équipes et donc je rédigeais les spécifications pour tous les projets. Jusqu'au jour où je me rends compte que personne ne lit les spécifications fonctionnelles. Le jour où le développeur dit mais je comprends pas comment ça fonctionne telle et telle fonctionnalité, je dis c'est page 36 du document. Ah ouais, mais le document je le lis pas. Et au même moment je découvre Axure, le logiciel qui est donc l'ancêtre de Sketch et de Figma. Pour les plus anciens comme moi, ils connaissent bien Axure. Je découvre Axure et en fait, petit à petit, je fais un glissement d'un document Word de spec vers Axure où du coup, au début, j'avais un document Word de 30 pages et une page Axure. Et au fur et à mesure, le document Word est devenu une page et le document Axure est devenu beaucoup plus important. Et en fait, j'ai appris comme ça, projet après projet, à faire des wireframes. C'est pas vraiment du design, on va dire, mais en tout cas de familiariser avec l'outil, avec cette réflexion. Et après, je pense que le métier de designer, il vient beaucoup. C'est ce que je dis souvent. Moi, mon métier de designer, il est beaucoup venu à travers des user tests. C'est-à-dire que on fait des wireframes, on fait des interfaces et on y met toute notre inspiration, on y met tout ce qu'on pense être bien pour le projet. On le propose à un utilisateur pendant un user test, et là, au premier clic, on se fait bâcher. Et là, vraiment, c'est d'une violence inouïe, parce qu'on se dit, mais c'est incroyable, j'ai fait 50 pages derrière, il bloque à la première, quoi. Donc du coup, on dépile la première page, il arrive à la deuxième, il bloque, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure, comme ça, projet après projet, de comprendre que, en fait, tous les réflexes, qui sont des réflexes très auto-centrés, c'est-à-dire que je pense pour moi, je pense que l'interface pour moi, etc., deviennent plus centrées vers quelqu'un d'autre qui est l'utilisateur, et donc je passe finalement je fais des wireframes pour moi je fais des wireframes pour quelqu'un d'autre, et là j'ai l'impression que à ce moment-là on commence à faire du design, parce que du coup on se projette sur l'utilisateur, et voilà. Et après quand j'étais chez Havas, après on a fusionné avec BETC, et donc je me suis retrouvé dans un milieu extrêmement créatif, encore plus que le était Havas, je pense. Et du coup, j'ai vraiment baigné dans cet univers du beau, où du coup il y avait tout ce savoir-faire, et puis surtout cette façon de démontrer ce que c'était le beau. Et honnêtement, j'étais à l'école. J'ai vraiment été à l'école du beau. C'est là où, en tant qu'ingénieur, j'ai appris en fait à parler de qu'est-ce qu'une couleur, qu'est-ce qu'une texture, qu'est-ce que je sais pas moi, une accroche, et en fait tout ça mélangé, donc le background d'ingénieur, les wireframes, le centré utilisateur, la couche de beau, petit à petit tout ça a fait que le jour où j'ai vu une annonce où c'était marqué UX designer et que j'ai lu la job desk, et j'ai fait waouh, mais en fait c'est un peu ce que je fais, quoi. Donc c'est vraiment relier tous les points et arriver à ça, et de reconnaître à travers une job description que j'avais vue aux États-Unis, où je me suis dit en fait c'est mon métier, quoi. C'est hyper intéressant. Et c'est à ce moment-là où tu décides de devenir UX designer freelance ? Alors, j'ai une première étape où je vais chez Digitas, un moment très très court, mais un moment très important, parce que là je rencontre du coup un de mes mentors qui lui pour le coup faisait ça déjà depuis 10 ans, mais de manière très assumée en tant que designer, alors que moi pas du tout. J'étais consultant fonctionnel, architecte de l'information dans une agence de publicité, et qui du coup, de par son approche, de par sa sémantique, de par la façon dont il décrit ses projets, en fait, donne l'autorisation finalement de prendre pleinement les rênes d'un poste d'UX designer, quoi, ce qui était jusqu'avant là quelque chose auquel je ne pensais pas, quoi. Donc c'était une période assez courte, mais très très importante pour moi, qui a permis effectivement très très vite derrière après de faire la bascule sur du freelance. Et le freelance, c'est une super école, parce qu'on est tout seul face au client, et quand on est tout seul face au client, en termes d'argumentaire, comment est-ce que je parle de mon travail, comment est-ce que je justifie bien tous mes choix, c'est super, parce que il y a pas de backup, quoi, hein, il y a pas de boss au-dessus qui va reprendre l'argumentaire, ce genre de choses. Et tu bossais pour quel type d'entreprise à ce moment-là ? Alors une fois que j'étais freelance, ouais. Mais vraiment un peu de tout. C'était une super époque, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de UX designer en freelance, hein, c'était une dizaine d'années. Donc j'ai pu travailler pour Accor,
On avait refait tout un site pour une marque d'hôtel. Ça pouvait être pour des startups, pour faire du drive online. Ça pouvait être du luxe. On avait pas mal bossé pour du luxe. Donc c'était extrêmement hétéroclite, quoi. Ok. Et ça m'intéresse beaucoup parce que tu parles de start-up dans laquelle il y a généralement une mentalité design qui est un peu plus développée que dans les grands groupes. Tu parles d'UX design il y a 10 ans. Et tout à l'heure, tu parlais de recherche utilisateur. Est-ce que quand tu allais chez ces clients, tu réussissais justement à vendre cette recherche plus que vendre du beau? Non, jamais. Non, jamais. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Donc tu faisais une seule partie de ton métier, on va dire. Exactement. Non, mais moi, honnêtement, l'approche design dans les entreprises que je côtoyais à l'époque a vraiment commencé par le livrable final. Elles voulaient voir des écrans. Donc, j'ai commencé par faire des écrans et de vendre ce qu'elles étaient capables d'acheter, tout simplement. Jusqu'au jour où, effectivement, l'apprentissage du digital dans beaucoup d'entreprises, ça s'est fait par du test and learn, et c'est même du crash and learn. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis entre 2005 et 2015, on va dire, où du coup on lance en grande pompe des projets sur lesquels on a bossé pendant 1 an, 2 ans, et qui s'écroulent très rapidement parce que aucune recherche utilisateur. Donc c'est aussi comme ça que les entreprises ont appris que il manquait peut-être une étape et qu'il fallait peut-être tester avant, le test est venu en premier lieu. Je fais des maquettes, je les teste et j'adapte avant de les mettre en production, et c'est seulement après que au lieu de tester, on va déjà comprendre avant qu'est-ce que veut l'utilisateur et bien trouver le bon ajustement avec mes besoins business pour créer après une plateforme que je peux ensuite tester, bien sûr. Mais c'est venu très tardivement. Moi, je sais que il y a encore 6 ans, 5-6 ans, c'était quelque chose que j'avais encore du mal à vendre. C'était compliqué. Est-ce que c'est des méthodes que tu as utilisées quand tu as monté ta boîte ensuite? Parce que tu as créé une boîte qui s'appelait Digica, qui était un réseau des talents du web et du mobile. Oui. Est-ce que c'est des méthodes que tu as appliquées pour trouver ce qu'il fallait faire, comment il fallait le faire, ça répondait à un besoin? Alors, ce projet entrepreneurial, il est très intéressant parce que je crois qu'on a fait exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le cordonnier le plus mal chaussé. Exactement, mais vraiment, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de bons conseils à l'époque. L'écosystème, à la fois de financement, à la fois de mentors, était pas aussi étoffé qu'aujourd'hui. Mais du coup, je pense qu'on est parti bille en tête avec un instinct ou quelque chose qu'on voulait faire, et c'est évident que on a loupé une étape, un moment de user research pour verrouiller le business, pour verrouiller l'attente derrière. Je pense que c'était quelque chose qu'on avait un peu fantasmé sur l'usage et qui au final n'existait pas. D'accord. Donc il y avait eu un petit buzz pendant 1 ou 2 mois et puis après voilà, ça s'est tué comme ça. D'accord. C'était quoi l'objectif de cette entreprise? Pour rentrer un peu dans le Digica, c'était un réseau social vertical. D'accord. Qui avait pour but de rassembler au même endroit tous les professionnels du digital, et en gros d'enlever entre guillemets le bruit des profils qui pouvaient ne pas nous intéresser, du droit ou des gens qui étaient dans la logistique, ce genre de choses. Un LinkedIn hyper spécialisé du coup. Exactement, un LinkedIn vertical. Après, peut-être qu'il y avait quelque chose à faire là-dessus. Il n'y a pas beaucoup, j'ai l'impression, de réseaux sociaux professionnels verticaux qui ont vraiment émergé ces dernières années. Donc, preuve que le concept était compliqué à mettre en place. LinkedIn a quand même raflé la mise sur le sujet. C'est vrai que quand on a la valeur de ce genre de plateforme, c'est finalement la taille de la database, quoi, tout simplement. Donc, on avait commencé un moment à pivoter vers une marketplace du type Malte, d'accord, qui était Upwork avant. Mais sur lequel finalement j'étais pas très à l'aise parce que je trouvais que ça paupérisait un peu le travail des freelances avec une course au bas prix finalement. Et comme moi-même j'étais freelance et que je me battais pour avoir des tarifs assez élevés,
Et voilà, il y a un moment, ça fonctionnait pas en fait. Okay. Donc, et puis au bout de 3 ans, on ne ramenait pas beaucoup d'argent, donc il faut savoir tourner la page. Ceci dit, moi, c'est vraiment une expérience. Quand j'ai passé des entretiens, même pour arriver chez Doctolib, que je raconte vraiment avec plaisir, et je m'en cache pas de me dire que on a quasiment à toutes les étapes, on a fait les mauvais choix, parce que quand on fait les mauvais choix, c'est une bonne façon d'après de connaître peut-être de meilleurs après, quoi. C'est hyper intéressant d'apprendre par l'exemple. Finalement, tu as fini par l'appliquer, tu as fait crash and learn, ce que tu disais tout à l'heure. Ah bah là, c'est complètement crash and learn. J'avais pas beaucoup d'énergie en moi pour repartir sur une aventure entrepreneuriale. Mais la position de un peu intrapreneur que je peux avoir chez Doctolib me va très très bien. Et je crois que je suis plus fait pour être intrapreneur que entrepreneur. D'être dans un cadre en entreprise avec des services administratifs et voilà, qui vont accompagner et s'occuper de toutes les tâches qu'il peut y avoir autour de l'activité centrale. C'est quelque chose sur lequel je me sens beaucoup plus à l'aise. Super, on va en reparler encore tout à l'heure. Après, tu repars en agence ? Oui, en agence de design pour le coup. D'accord. Où je m'étais dit, j'étais avant en agence plutôt de communication, marketing, publicité. En agence de design, je vais retrouver un environnement qui est plus proche de l'état d'esprit que je cherche à développer. Et c'est là que je découvre que finalement le design à la française, il est assez particulier parce qu'il est quand même très très axé sur le beau et met de côté beaucoup la partie fonctionnelle, usage, utilité, user-centrique, etc., quoi. Donc ça dure un peu moins de 2 ans où pareil, on a essayé d'un peu de bouger les lignes pour aller vers du serviciel, ce genre de choses. Mais il y a une grosse viscosité aussi dans ce genre d'agence. D'accord. C'était du design numérique ou c'était aussi du design d'objets Là, pour le coup, moi, j'étais en charge de la division digitale. Okay. Donc au sein de l'agence. Après, l'agence, elle faisait beaucoup de choses à côté. Elle pouvait faire de l'événementiel, elle pouvait faire du pack, elle pouvait faire du branding pur. Pareil, moi, j'ai beaucoup appris au sein de cette agence-là sur justement le branding pur. Donc la plateforme de marque, il y avait vraiment d'excellents experts. Et je sais qu'aujourd'hui, le fait d'avoir au sein de l'équipe design chez Doctolib, le branding, c'est aussi cette expérience-là qui m'a permis d'être confortable pour pouvoir accueillir cette équipe-là. Okay. On va finir sur ton parcours. Tu passes assez rapidement chez 360 Learning et après tu deviens UX Design Director chez GE, General Electric. General Electric, oui. Je trouve que tu as un parcours qui est assez éclectique où tu fais de l'agence, communication, un peu de start-up, on va en reparler avec Doctolib aussi, des grands groupes. Tu dirais que tu te plais dans quel environnement ? Et est-ce que c'est aussi une démarche de recherche que tu as fait pour trouver l'environnement qui te convient le plus ? Je pense qu'il y a un peu de ça. Un côté un peu exploratoire pour me dire qu'est-ce qui sied le mieux à ce que j'attends. General Electric, c'était une opportunité que j'attendais pas forcément. Je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce que ça donnait de m'appuyer sur mon background d'ingénieur et d'appliquer tout ce que j'avais fait ensuite dans le design, de mixer les deux et de le faire chez General Electric où du coup j'avais un contexte de travail qui était très confortable. C'est-à-dire qu'ils avaient donc la division General Electric Digital où à 4 septembre, donc au cœur de Paris, il y avait des locaux flambant neufs avec des design pods. C'est la première fois que je voyais des design pods. Donc c'est vraiment ces salles recouvertes de Velleda avec juste des petites tables en hauteur et qui cassaient vraiment le schéma de la salle de réunion. On est tous assis autour d'une table. Et vraiment, cette expérience-là m'a ouvert les yeux sur le fait que l'architecture d'un lieu avait aussi énormément d'impact sur la façon dont les gens pouvaient travailler. Et j'ai vraiment été ravi de voir comment on pouvait appliquer le design à l'industrie, essayer d'aller le plus loin possible là-dedans. C'est un sujet qui est compliqué. L'industrie, c'est un sujet qui est pas chatouillé par le monde des startups.
ou alors très très peu. Les barrières à l'entrée sont extrêmement élevées. Tous les assets industriels lourds, une startup, c'est difficile pour elle donc de les contourner donc c'est un milieu qui va mettre encore quelques années, je pense, avant de vraiment faire la bascule, comme ça peut être le cas aujourd'hui en mass market, où on voit effectivement qu'il y a des vrais services qui s'installent au quotidien et qui changent le quotidien des gens. Doctolib en fait partie, hein, le rapport à la médecine. Je book une consultation, on se dit mais comment je faisais avant, voilà. Mais dans l'industrie, voilà, c'était un peu plus dur de bouger les lignes. Mais il y avait une grande ambition sur un projet où Digi en fait réalisait son propre OS pour l'industrie. Donc en face d'un Apple ou iOS et de Windows pour Microsoft. Donc j'ai tout de suite, je suis tombé amoureux du projet. Je trouvais ça vraiment beau. Je me dis ah oui, effectivement, ça serait génial. Peut-être un peu en avance de phase. Il y a ça aussi qui est important. Et puis une boîte d'ingénieurs pure mécanique qui fait du digital, il faut un temps d'adaptation. Il y a une montée il y a une learning curve qui est vraiment assez longue parce qu'il faut casser tous les codes de l'ingénierie classique sur la façon dont on fait des projets. Où du coup, effectivement, quand on construit un avion, on peut pas le faire de manière itérative. On peut pas dire tiens, je vais faire d'abord la roue ou voilà. Les ailes, on va voir si ça vole. Donc il y a la fameuse il y a un espèce de mème là qui circule avec comment on fait un MVP où du coup j'ai d'abord mon skate, après j'ai mon vélo et après ma voiture, voilà, comparé à je fais d'abord un bout de carcasse qui avance pas, etc. quoi. Mais c'est vrai que quand on fait un avion, une voiture, c'est difficile de faire le skate, vélo, voiture. Et du coup, quand on a 300 000 employés qui ont déjà un peu ce mindset-là et que on veut les faire passer sur du digital, il y a un vrai choc des cultures, un vrai choc des méthodes. Et même si nous, on était un département au sein de General Electric Digital et que on portait ce drapeau-là, on était rien du tout par rapport à l'inertie ambiante. Et très intéressant sur la partie design thinking en amont, où du coup on passait beaucoup de temps en atelier avec des ingénieurs, avec différentes personnes qui appartenaient à différents départements de l'entreprise, les faire parler, comprendre où est-ce qu'on peut trouver de la valeur. Donc une super école là-dessus que aujourd'hui moi j'applique, mais vraiment sur les parties très amont des projets, d'alignement, d'exercices de design thinking, ce genre de choses quoi. Du coup, transition toute trouvée, on va parler de Doctolib, puisque après Digi, tu as rejoint Doctolib du coup en janvier 2018. Pour recontextualiser, Doctolib, c'est une plateforme de consultation physique ou de vidéo chez un professionnel de santé, et ça a été fondé en 2013. Avant qu'on parle de toi et de ce que tu fais chez Doctolib, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur Doctolib, combien vous êtes, où est-ce que vous êtes présent aujourd'hui ? Doctolib, donc ça existe depuis 7 ans maintenant. Ça a une croissance assez fulgurante parce qu'aujourd'hui on est 1500 collaborateurs. Donc il va y avoir des sales, il va y avoir la partie bien sûr product, tech qui est importante et la partie plus SAV auprès des praticiens, des secrétaires. On a sur le site patient environ 50 millions de visites par mois, ce qui est conséquent. Et on est, je crois, autour de 120 000 comptes professionnels sur l'outil en lui-même, qui est donc le cœur de la machine. C'est là où on fait le business. Le praticien paye un abonnement de 129 € par mois pour avoir accès à son agenda et à toutes les fonctionnalités qu'on a créées qui sont propres au métier de la médecine. En sachant que une des grandes forces de Doctolib, c'est que avec un seul outil, on arrive à adresser l'ensemble du monde de la médecine et entre un dentiste, un médecin généraliste, un radiologue, c'est des métiers qui sont finalement bien différents, avec des interactions patients qui sont bien différentes, des fréquences de consultation qui sont bien différentes. Et ça, je pense que c'est aussi une des grandes forces de Doctolib, c'est d'avoir tout de suite fait converger les usages et d'avoir bien simplifié la lecture du produit, son prix, ce genre de choses. Très clair. Je ne sais pas si tu l'as dit, vous êtes également
présent en Allemagne? Tout à fait. Ça fait, ça doit faire 4 ans maintenant. Donc, on a une équipe qui grossit en Allemagne. D'ailleurs, on vient d'accueillir les 2 premiers product designers allemands. Donc, l'équipe s'internationalise. Donc voilà, on a posé nos valises là-bas et ça grandit petit à petit. Super. Alors, maintenant parlons de toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton arrivée chez Doctolib et quel était le rôle que tu avais au moment où tu es arrivé? Donc je suis arrivé en janvier 2018. À l'époque, il y avait une product designer et donc moi à l'époque j'étais product design director. Donc j'avais en charge essentiellement le product design. Il m'a fallu un trimestre, un peu d'observation, de compréhension du produit. C'est un produit qui est assez dense, c'est un outil de productivité, de la même manière qu'on peut trouver, je sais pas, un Gmail ou un Mailchimp ou ce genre de choses. Donc c'est quand même un outil qui demande une technicité, une précision qui est un peu différente de ce que j'ai pu faire dans le passé sur, comme on parlait tout à l'heure, de l'hôtellerie ou ce genre de plateforme. Donc c'est en plus une entreprise avec un souci de l'exigence, avec une rapidité d'exécution qui est assez impressionnante. Donc il a fallu monter en régime dans cette culture, s'adapter et je me rends compte très vite que on est quand même sous-staffé en design par rapport à la taille de l'entreprise, mais surtout avec l'ambition de recrutement qu'il y avait en face. Au moment où tu arrives, vous êtes combien dans l'entreprise? Alors moi, on est un peu moins de 400. Ok, donc 2 designers pour 400. Exactement. C'est très peu. Ce qui est très peu, mais en fait, il y a pas beaucoup de développeurs au final à cette époque-là. D'accord. Donc souvent, on a le ratio un designer pour 8 développeurs. Hein, c'est le classique quand on voit ça sur les chiffres, en tout cas sur la Silicon Valley. Et en fait, je crois qu'il y avait une petite vingtaine de développeurs à l'époque, en sachant qu'il y a beaucoup de développeurs qui ne travaillaient uniquement que sur des problématiques back. Donc qui n'étaient pas du tout en contact avec des designers. Donc c'était pas complètement déconnant, mais on était quand même un peu fébrile. C'est-à-dire qu'on était plutôt à la remorque de la roadmap, on va dire, parce qu'on arrivait à la fin. Donc ça a été un travail de quasiment 2 ans de construire cette équipe pour ne plus être à la remorque de la roadmap, mais d'y participer un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 22. On est 22, ouais, en vrai, j'ai refait les comptes hier. Normalement, si tout va bien, on est 25 en septembre. Okay. Donc, oui, c'était une progression importante, mais en fait, qui est à l'image de l'entreprise. L'entreprise passe de 400 à 1500. C'est normal que nous aussi, on suive cette progression-là. Donc, vous avez une entreprise qui fait x3 en termes d'employés et ton équipe fait x11. Oui, en sachant qu'on était un petit peu à la traîne. Oui, donc il a fallu aussi rattraper le ratio, on va dire. Okay. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire comment elle est constituée ton équipe, puisque au départ tu es Product Design Director, maintenant tu es devenu Design Director, donc tu as récupéré la brand avec. Donc comment est séparée cette équipe? En fait, la brand, ça s'est fait assez simplement. C'est que quand on s'est rapproché de mon docteur, on avait donc une personne qui était chez mon docteur qui faisait ce job-là et qui du coup, au moment de se rattacher à Doctolib, naturellement, s'est rattaché à l'équipe Product Design. Surtout qu'il y avait pas d'autres entités finalement auxquelles on pouvait rattacher ça. Il y avait pas une grosse équipe marketing comme on peut avoir aujourd'hui. Donc voilà, donc assez naturellement, voilà, on a formé un pôle product design et brand, et puis on l'a gardé jusqu'à aujourd'hui. Ok, et aujourd'hui vous êtes combien du coup? Est-ce que tu peux nous donner un peu la distinction entre les... Alors, donc du coup, il y a donc User Research, Product Design, Brand Design. User Research, on est 5. Avec donc des répartitions sur les différents domaines. En gros, nous, on a des grands domaines qui vont correspondre aux praticiens et aux patients, et au sein des domaines, on va avoir des feature teams. D'accord. En gros, c'est ça. Donc 5 user researchers, en brand pareil, 5. Et donc après, le reste, c'est essentiellement des product designers. Et dans le groupe des product designers, je mets aussi UX writer. D'accord. On a des consultants qui nous aident sur la partie design system et globalement design ops. Ça, on peut en parler après. C'est un sujet qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui. Mais en gros, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça fait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, une bonne dizaine de product designers. Et puis, et après, des métiers très importants comme l'UX Writer qui vont aussi grossir dans les prochains mois. Super. Du coup, continuons un petit peu. Aujourd'hui, tout à l'heure, tu nous as parlé de Future Team. Aujourd'hui, comment vous êtes organisé comment le produit est organisé chez Doctolib et comment le design est intégré à cette équipe produit? Comment le produit est organisé? Donc, on a plusieurs grands domaines, hein, donc qui correspondent finalement à des outils différents. Typiquement, si je prends domaine patient, à l'intérieur du domaine patient, on va retrouver des feature teams qui vont être spécialisés sur ce qu'on appelle le online booking, donc tout le process de je prends un rendez-vous. On va avoir sur la consultation vidéo, donc qui est tout le module de prise de rendez-vous et donc la consultation vidéo, etc. Donc du coup, on a au sein des domaines, les product designers sont affectés à des feature teams, en sachant que même s'il y a un ownership fort, ils travaillent ensemble finalement sur cette feature-là. D'accord. Donc en fait, l'idée c'est qu'au sein d'un même domaine, on ait quand même une certaine porosité entre les différentes travail sur les fonctionnalités, ce qui est important pour le travail de groupe. Là, tu parles des product designers qui sont dans chaque squad, dans chaque feature team. Oui. Les UX researchers font partie aussi de ces squads ou sont un peu plus, on va dire, des électrons libres, tout comme les UX writers. Quelle est leur place puisqu'ils sont un peu moins, t'en as un peu moins dans ton équipe? Alors, effectivement, c'est un bon point. Par domaine et même géographiquement dans l'entreprise, les product designers et les user researchers sont assis à côté des domaines en fait. D'accord. Donc ils sont au cœur des différentes feature teams avec lesquelles ils peuvent interagir. Mais ok, t'as pas un pôle produit, un pôle design qui est tout seul dans son coin, c'est chaque équipe, chaque feature team est ensemble et travaille ensemble. C'est le cas et c'est tout nouveau. C'est-à-dire qu'il y a encore 3 mois, on avait ce qu'on appelle un design studio, où du coup tous les designers étaient au même endroit et du coup allaient les après-midi au sein des domaines pour aller travailler. C'est hyper intéressant. Pourquoi vous avez changé? Alors on a changé pour différentes raisons. Il y en a une qui est très pragmatique, c'est que il a fallu revoir le seating plan parce que en fait au sein du building c'est compliqué d'avoir 2 sièges pour une personne. Donc du coup il fallait trancher là-dessus. Mais la vraie raison c'est que on voulait une collaboration totale entre product, tech et design. Et que cette collaboration-là, en fait, elle se passe aussi beaucoup par les micro-interactions du quotidien et que sans une proximité forte géographique, on peut pas l'avoir. D'accord. Alors du coup, je vais te poser la question dans l'autre sens maintenant. Vu que chaque designer est dans une feature team et que tu crées une relation avec les techs, le produit, comment tu fais pour créer cette relation entre le design, puisque cette fois-ci, ils sont plus ensemble? Ce qu'on a fait, c'est qu'en début d'année, on s'est mis d'accord avec le produit et puis les différentes départements avec lesquels on est en interaction, et on a structuré la semaine avec des rituels assez forts. C'est-à-dire que sur toute l'équipe de tech et de développeurs, ils ont du temps qui est dédié au run, donc vraiment travailler sur les feature teams et puis les fonctionnalités en cours. Mais il y a une phase de build qui est vraiment sur comment est-ce qu'on nettoie le code, comment est-ce que on s'améliore sur telle et telle technique, etc. Et il y avait quand même il y a un pourcentage assez important du temps qui est consacré aussi au build. Et en fait, on a copié ce modèle-là. Et en gros, ce qui se passe, c'est que toutes les après-midi sont dédiées au run. D'accord. Donc, travail avec les feature teams. Par contre, les matinées sont dédiées à l'équipe design elle-même. Donc, typiquement, le mardi matin et le vendredi matin, on a des design workshops. D'accord. En gros, les product designers d'un côté, user researcher et brand, chacun, ils vont dans une salle et vont traiter des sujets du moment. Donc, c'est un ensemble de design critique, de review d'un composant pour le design system, de sujets chauds du moment, de je suis sur tel sujet, j'ai du mal à le craquer, est-ce que vous pouvez m'aider, etc. quoi. Donc, c'est du temps long. Donc, c'est 2 heures le mardi matin, 2 heures le vendredi matin. C'est vraiment du temps long pour
monter en compétences, améliorer la qualité de ce qu'on fait, faire avancer certains sujets. Mais comme tu dis, c'est aussi un bon moyen de resserrer les liens de la culture design au sein de ce groupe-là. Et que même si l'après-midi, en fait, ils vont au sein des domaines et qu'effectivement, ils sont un petit peu éparpillés, bah, le fait de garder ces matinées-là, bah, du coup, on garde cet esprit design. D'accord. Et je pense que ça a été important que jusqu'à très récemment, on soit encore tous ensemble pour créer ce noyau extrêmement fort et qu'aujourd'hui, on a fait cette ventilation au sein du bâtiment, bah, qu'ils gardent encore cette idée-là en fait de design studio et que ça se dilue pas instantanément parce qu'ils sont éparpillés. Ceci dit, il y a encore il y a quand même cet enjeu-là qui reste et il y a d'autres rituels qui vont se rajouter sur des lunchs qu'on faisait pas forcément avant et ce genre de choses, quoi. D'accord. Pour revenir sur ces rituels, tu parles de design review, de critique. On en parlait déjà avec Jérémy dans l'épisode 6 sur à Drivey où ils se retrouvent dans une salle, mais eux ils étaient 6 à 22. Comment ça se passe? Parce que ça fait beaucoup de monde. Est-ce que vous êtes tous là? Sur le design critique, c'est très product design. Donc ça va être les product designers, UX writers. Ça va être, on va moins intégrer la brand et la user research. Une fois par mois, on fait un all-hands design. Où du coup, là, pour le coup, tout le monde est dans la salle. Et du coup, on fait une presse où du coup, chaque équipe présente les projets chauds du moment, les plus intéressants, et qui du coup vont permettre de créer des ponts, de lever un peu la tête du guidon et justement de voir, ah oui, t'as fait ça sur tel projet, c'est intéressant parce que justement actuellement je fais ça, on aurait besoin d'un user test ou de la user research, ce genre de choses. Donc il y a vraiment différents types de rituels, ou les rituels qui sont très métier, product design, où on est effectivement sur un groupe resserré. Ça reste une dizaine de personnes, hein. Mais c'est vrai qu'on peut pas le faire à 20, 25, c'est impossible à gérer. Par contre, effectivement, des all-hands de temps en temps, où du coup, on synchronise nos montres sur les sujets de manière globale, on montre un peu ce qui a été fait, voilà, on voit passer sur Slack, on voit passer des communications tout au long de la semaine, mais on est tellement le nez dans le guidon que on a du mal à se rendre compte de l'ampleur que ça a. Est-ce que ça a eu un impact sur des chiffres, sur les choses. Donc c'est le moment aussi de démontrer que je sais pas, la mise à jour de telle page, et ben la conversion a augmenté de X%, et c'est à ce moment-là qu'on le partage. D'accord. Tout à l'heure, tu parlais de product designers allemands. Oui. Ils sont situés en Allemagne ou ils bossent dans les locaux à Paris? Ils sont à Berlin, dans les locaux à Berlin. Très bien. Alors du coup, je pense que tu vois où je veux en venir. Comment vous faites pour les intégrer dans toutes ces critiques, etc. Chez Lunch, finalement, puisque eux sont assez loin de Paris. Comment tu fais pour pas les mettre à part? Déjà, j'ai envie de dire merci Covid. Parce que du coup, pendant plus de 2 mois, on a tous travaillé en remote. Donc du coup, on a ces réflexes-là. On sait travailler à distance. Nous, on est plutôt sur Google Meet. Ça marche très bien. Donc en fait, le mardi matin ou le vendredi matin, en fonction des sujets, pas forcément systématiquement, parce que ça nous oblige aussi à parler anglais, et des fois sur des débats extrêmement précis sur des features. Quand bien même on a un bon niveau d'anglais, c'est quand même beaucoup plus naturel de le faire en français. Mais en tout cas, on les intègre le plus possible dans les design workshops de certaines matinées, et ils sont là à l'écran avec nous. De la même manière que nous, en fait, on a 2 jours de remote par semaine au sein de l'équipe. D'accord. Donc du coup, il y a aussi des gens qui sont à l'autre bout de Paris, qui sont aussi derrière leur écran, et en fait, ça change rien avec les personnes qui sont en Allemagne, en fait. Ok, c'est déjà un principe que vous avez intégré dans l'équipe, et finalement ça c'est... C'était assez drôle parce qu'en fait, je pense que c'était 2 mois avant le début du confinement. En fait, il y a cette expérimentation chez Doctolib qui a été lancée avec 2 jours de remote par semaine, en mode à la fin du quarter, on fera le bilan, quoi. Et du coup, ça un peu accéléré. Voilà, du coup on a dit à la fin du quarter, on a dit j'ai l'impression que ça marche. Super. Est-ce que à terme l'objectif c'est aussi de recruter des UX researchers et UX writers du pays, donc allemands pour l'instant, pour compléter ces... Et c'est ce qu'on cherche actuellement. On cherche un UX writer en Allemagne et un user researcher en Allemagne. Je mettrai les posts dans la description. Voilà, avec grand plaisir si vous connaissez des gens. Parce que du coup, ça complète ma question. Comment vous faites aujourd'hui pour faire de la user research? Déjà en global, comment vous faites? Est-ce que c'est
des user researchers qui restent dans les locaux, qui vont chez les médecins, parce que j'imagine qu'il y a quand même une partie assez spécifique au milieu médical, c'est le secret médical. Comment vous faites pour passer au-dessus, pour compléter, pour avancer sur vos projets? En fait, c'est plus compliqué de faire la user research côté patient que côté praticien. Pourquoi? Parce que côté patient, effectivement, très très vite, on va rentrer dans l'intimité médicale de la personne. Donc, on fait très très peu, quasiment pas de user research côté patient. Côté praticien, on a un contrat avec eux. Ils achètent un logiciel et donc du coup, à partir de là, on peut s'appuyer là-dessus pour avoir une interaction, ou leur poser des questions, aller sur le terrain. Il n'y a pas vraiment de secret médical dans le sens où on va pas scruter les interfaces avec les datas. C'est pas le sujet, c'est plus d'un comportement global par rapport à telle ou telle feature. On va souvent faire des maquettes nous. Qu'on va leur proposer en allant chez eux et en disant si on fait évoluer telle fonctionnalité de telle manière, qu'est-ce que vous en pensez, etc. quoi. Et donc aujourd'hui, on a sur 5 user researchers, en fait, on en a un qui est bilingue français-allemand et qui lui fait le lien actuellement avec l'Allemagne et qui part de temps en temps en Allemagne pour faire du terrain. C'est clairement pas suffisant et c'est la raison pour laquelle on veut renforcer aussi localement cette expertise-là. D'accord. La différence est assez prononcée entre les médecins en Allemagne et les médecins en France? Très. C'est quoi la différence? Les médecins allemands sont beaucoup plus professionnels dans leur approche du digital. Il y en a beaucoup qui ont déjà leur propre site avec des systèmes de réservation intégrés. Quand on va dans des centres médicaux allemands, c'est beaucoup plus professionnel d'une manière générale. Il y a moins le côté qu'on peut trouver en France, médecin de quartier qui est un peu tout seul. Donc c'est vraiment différent même sur la structuration des comment dire, entre les secrétaires praticiens, les assistants praticiens qu'on n'a pas beaucoup aujourd'hui en France, mais qui existent beaucoup en Allemagne. Donc c'est assez différent. Et donc on a encore pas mal d'efforts à faire sur la user research, sur la compréhension de ce métier-là pour bien adapter le produit aux besoins. Justement, comment vous faites pour adapter ce produit à deux cibles qui sont différentes, qui sont pourtant les mêmes, qui sont les médecins? Deux cibles donc entre France et Allemagne. Bah, du coup, nous on a des feature switch, donc ça veut dire que en fait on va actionner certaines features uniquement pour l'Allemagne et pas pour la France. Typiquement en Allemagne, ils ont des systèmes de mutuelles privées publiques qu'on n'a pas en France. D'accord. Et que du coup ça sert à rien de l'avoir chez nous, mais c'est important de l'avoir là-bas. D'accord, donc vous n'hésitez pas à séparer. Tout à fait. Super. Pour la partie UX Writing, vous avez une personne ouais. Qui s'en occupe pour la France? Pour la France. Ok. Comment ça se passe? Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas encore trop en France, l'UX Writing. C'est quelque chose qui est un peu mis de côté. Là où le design, product design commence à bien s'insuffler dans la culture, l'UX Writing, c'est un peu quelque chose à part. Comment vous faites et pourquoi vous avez ce poste-là chez vous? En fait, le X-Writing, c'est fait aujourd'hui dans la majorité des entreprises. C'est juste que c'est dilué à travers différents profils. Product designer, product manager, chacun fait un peu du X-Writing. Oui. C'est-à-dire que on va trouver, je sais pas, un champ de formulaire avec un intitulé ou une petite explication en dessous, et ça va se faire dans une phase d'alignement product design, product management. Moi, j'ai tendance à appliquer mon métier à mon métier. C'est-à-dire que je vois un pain point, et si je vois un pain point, comment je fais pour y répondre? Quand on a créé la user research, quand je suis arrivé chez Doctolib, il n'y avait pas de user research, c'était exactement ça. C'est-à-dire que on avait des débats extrêmement douloureux avec le COMEX sur certaines fonctionnalités. Il y avait beaucoup d'annonces en mode hier j'étais voir tel praticien, il m'a dit ça, donc on fait ça. Venant de la hiérarchie, c'était compliqué en fait de répondre à ça. Donc là, je me suis dit là, il y a un problème. On a créé la user research. La même chose c'est produit sur la microcopie, hein, donc c'est vraiment le texte lié à l'interface, où on en fait crée des interfaces, crée des flows, ça passait.
Et en fait, le vrai pain point, c'était quand on arrivait sur des éléments sémantiques, des éléments de vocabulaire, où on pouvait passer un atelier de 2 heures, on faisait une demi-heure sur les interfaces et 1 heure et demie sur le texte. Donc là, très vite, je me suis dit, OK, en fait, là, il y a un pain point. Donc à partir de là, d'expliquer un peu en interne qu'il y a des métiers où il y a des gens qui font que ça. Et on a eu la chance donc de tomber sur Sophie qui fait vraiment un travail extraordinaire, qui a eu très très vite en quelques semaines à trouver complètement sa place, et les gens ont compris la valeur de ce que c'était d'avoir un ownership fort sur la sémantique, la microcopie. Et d'avoir quelqu'un qui est là pour unifier, quel que soit en fait l'endroit du produit, la façon dont dans un bouton on va parler. Est-ce qu'on va dire à l'infinitif? Est-ce qu'on va faire une autre façon de le conjuguer, la longueur qu'on va s'imposer dans tel endroit, la façon dont on va s'exprimer, positif, négatif, pour expliquer, pour faire des petits tutoriels dans le produit. Doctolib, c'est un outil de productivité, donc je ne sais pas quel pourcentage de l'interface est du texte, mais c'est de l'ordre de 60-65% au final. Donc si on fait mal 60-65% d'un produit qui est un outil de productivité, on fait mal l'ensemble. Donc au final, aujourd'hui, UX Writing, j'ai de grandes ambitions pour cette équipe-là, c'est-à-dire que on se revoit dans 2 ans, il n'y en aura pas que 1 ou 2, ça c'est évident. Il n'y aura pas que 20 personnes dans ton équipe non plus. On verra. Je reviendrai pour voir ça avec toi. Tu as parlé de la démocratisation de l'UX Writing. J'aimerais bien aller sur un sujet un peu plus global, c'est la démocratisation du design chez Doctolib. Au départ, tu arrives, il y a un product designer, tu es le deuxième, donc le design n'est pas très présent. Comment tu fais sur une entreprise aujourd'hui de 1000 personnes, 1500 personnes pour démocratiser ton pôle et pour expliquer la valeur sur le fait que ce n'est pas que du beau, mais il y a tout ce qui est derrière? Alors en fait, quand j'arrive, il y avait déjà eu j'avais déjà eu un prédécesseur en fait, donc qui avait déjà fait pas mal de travail, qui avait déjà posé un design system sur Sketch et tout, donc qui avait commencé à défricher le terrain. C'est un premier milestone effectivement parmi tant d'autres. Je pense qu'il y a 2 façons de voir les choses, c'est que il y a une façon assez frontale où du coup on se sent gardien d'une certaine forme de vérité design, où on dit il faut faire comme ça, sinon on comprend pas ce que c'est que le design. Et j'ai très vite compris que ça n'est pas marché. Donc je suis plutôt un marathonien. Ok. C'est-à-dire marathonien, c'est-à-dire que je sais que la compréhension du design ne va pas se faire à travers un meeting où je vais faire quelques slides et je vais parler du design. Il se fait à travers des réalisations concrètes et les chiffres qui vont venir derrière. Doctolib, c'est une entreprise qui est très rationnelle, qui est très cérébrale, qui est assez orientée business. Donc il faut démontrer que le design est au service du business et booste le business. Comment tu fais ça? C'est tu mets à jour une page et tu demandes à avoir l'évolution du taux de conversion, et tu démontres que avant-après, c'est plus 3% de conversion. Et ça, tu communiques beaucoup dans l'entreprise là-dessus. Et justement, comment tu communiques là-dessus? Alors après, il y a différents moyens de communiquer là-dessus. Nous, on a pas mal de rituels au sein de Doctolib sur des réunions de product team meeting, All-Hands, et donc c'est l'occasion de s'insérer dans les présentations et de faire une petite rétro d'un projet en disant on a mis à jour la homepage, on a mis à jour telle fonctionnalité et on a gagné derrière tels éléments. Donc c'est comme ça, semaine après semaine, mois après mois, année après année, parce que c'est un projet de plusieurs années, que petit à petit, le curseur du designer graphique, qui est malheureusement extrêmement ancré dans la tête de beaucoup de Français, glisse petit à petit vers quelque chose de plus orienté utilisateur, orienté business, même si le paquet cadeau est esthétique, et même si beaucoup de gens ont l'impression qu'on passe énormément de temps sur cet aspect esthétique, qui est important, faut pas l'enlever, mais le fond, toute la partie cachée de l'iceberg, c'est tous ces éléments business, et c'est comme ça qu'on gagne nos galons. Très clair, merci beaucoup. Si on revient un petit peu à toi, aujourd'hui, ton rôle au sein de l'équipe design, quel est-il? Du coup, moi, je manage l'ensemble de l'équipe. Je mets quasiment plus les mains dans Figma
ou dans l'opérationnel. Donc c'est vraiment d'être moi, mon rôle, souvent ce que je dis à l'équipe, c'est de leur fournir un cadre de travail le plus confortable possible, le plus agréable possible, pour qu'ils puissent être performants et heureux de venir chez Doctolib. C'est vraiment ça. Après, très honnêtement, quand je suis arrivé, je m'étais fait un plan de 2 à une vingtaine de designers. Là, on arrive un peu dans un terrain inconnu, c'est-à-dire que j'ai aucune prétention de dire que je sais ce qui va se passer après. Et puis même quand je regarde avec mes homologues sur Paris, sur la taille des équipes de design, il n'y en a pas beaucoup qui ont fait au-delà, quoi. Donc là, on est au sein de l'équipe de design, on va co-construire le reste de cette histoire. En fonction des besoins, en fonction de ce qui se passe dans l'actualité du monde design, sur les nouveaux métiers qui vont émerger. On est hyper attentif à tout ça. Donc c'est vraiment d'être le catalyseur de l'ensemble de l'équipe pour que la qualité au final du produit qu'on propose à l'utilisateur soit la meilleure possible pour que le business soit bon. Ok. Pour revenir un peu sur ton équipe, tout à l'heure tu nous as un peu parlé de comment tu l'as constituée au cours du temps, comment tu as choisi les profils qui étaient nécessaires dans ton équipe. Moi j'aimerais bien savoir, après, comment tu fais pour les recruter, ces profils? Comment tu les sélectionnes? Comment tu sais que c'est les bons qui vont t'aider? Nous, on a la chance chez Doctolib d'avoir une grosse équipe de talents. Donc c'est des gens qui déjà screenent beaucoup de profils en amont et qui nous propose une sélection assez pointue de profils. La collaboration avec les talents, elle est fondamentale parce que comme elle se fait sur la durée, au bout de 6 mois, 8 mois de collaboration, le talent sent le type de profil en fait, ce qui va matcher ou pas, en fonction des premiers profils qu'on a écartés pour telle ou telle raison. Et donc ça c'est hyper important parce que on a un gros taux de transfert en gros finalement entre les profils qui viennent, les CV qui arrivent sur mon bureau et les gens qu'on recrute. Après c'est modulo. Nous on fait en 2-3 étapes. On a un premier entretien assez ouvert de prise de connaissance, ton parcours, qui tu es, etc. Le deuxième c'est un cas. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de polémiques actuellement sur le cas. Moi je revendique complètement le fait de faire un cas. Je trouve que c'est un moyen assez concret de voir si en termes de technicité, en termes de mindset, en termes de présentation, c'est très important, je trouve, quand on est designer, de bien porter son projet, de bien l'expliquer, à la fois d'être sûr de ce qu'on fait, mais en même temps de laisser la porte ouverte à la vie de l'autre, de l'intégrer dans sa réflexion. Et ça, c'est quelque chose que je peux voir que effectivement, s'il y a eu un cas concret. Et après, donc on fait des prises de référence et puis ce genre de choses. Donc la partie amont, le talent est importante. La partie savoir-faire est importante, même si aujourd'hui sur le marché il y a beaucoup de gens qui savent très bien faire finalement la technicité, voilà. Et bien sûr la partie savoir-être qui est fondamentale, qui est peut-être un peu le plus subjectif en fonction de la sensibilité de l'équipe à date. Quand il y a un certain état d'esprit ou une certaine manière de faire, je pense que c'est important. On dit souvent il faut mixer les équipes et tout, je suis d'accord, mais il faut aussi respecter l'ADN du groupe à l'instant T. Moi, ce qui est très important pour moi, c'est d'être positif, d'être designer dans le sens où on n'est pas des artistes, dans le sens où je suis pas propriétaire de mon travail, je mets pas d'ego dans mon travail, ce genre de choses, je me détache. Je suis là pour apporter une solution à un problème. Et ça, ce mindset-là, il est pas encore, c'est pas 100% des designers que je croise qui l'ont vraiment encore, quoi. Donc voilà, c'est plein de petites cases à cocher comme ça, qui sont pas forcément normées dans un tableau Excel, mais qui sont quand même importantes. Ok, et une fois que tu as recruté ces personnes, comment tu fais pour les garder, pour les former, pour qu'elles grandissent au sein de Doctolib? En fait, il y a beaucoup de gens qui viennent d'arriver depuis moins d'1 an dans l'équipe. Donc la problématique de faire grandir et de former, c'est pas encore vraiment
présenter, on va dire. Nous, on a une équipe au sein de Doctolib qui s'appelle People Success, qui a justement comme mission de faire en sorte qu'une fois qu'un talent, qu'un nouveau profil a intégré l'entreprise, qu'il s'épanouisse. Et donc, du coup, on a un ensemble de formations qui vont permettre de le faire grandir. L'équipe grandissant, elle se structure. Du coup, on a des strates de management qui aussi se dessinent au fur et à mesure. Donc, il y a des gens qui ont la possibilité d'évoluer. Donc, je reviendrai d'ici quelques mois, quelques années pour voir comment ça s'est passé. Super. Tout à l'heure, tu l'as un peu évoqué. Tu parlais du design system. C'est le dernier sujet dont on va parler au sein de Doctolib. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes ? Tu as dit qu'il y en avait déjà un qui existait. J'ai cru comprendre qu'il y en avait un qui était à nouveau en création. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites ? Donc pendant pas mal de temps, on a eu un design system donc, qui était hérité de mon prédécesseur, qui avait été fait sur Sketch, qui était très bien, qui était très clair, qui était une page statique finalement, dans lequel on allait piocher des composants. Ce qui s'est passé, c'est que les designers arrivant, comment dire, il y a toujours une velléité de repousser un peu les composants, d'en créer des nouveaux, de les mettre on va dire à jour ou alignés avec l'état de l'art. Il y a quand même des tendances. Donc du coup, il a commencé à y avoir un gap conséquent entre le design system et ce qu'il y avait en production, ce qu'il y avait sur Sketch. Voilà. Donc finalement, il commence à il y avait plus rien de cohérent. On a tenté l'année dernière de faire un projet mobile où du coup on avait eu un peu le feu vert sur la partie UI et il s'avère que on a un peu travaillé pendant 3 mois sur le projet et en fait au dernier moment il y a eu un lever de bouclier, de la tech et tout, donc ça a été un peu à travers un projet douloureux que finalement ça a enclenché derrière le démarrage du nouveau design system V2. C'est aussi comme ça qu'on déclenche des projets. C'est malheureux, mais en fait moi dans ma carrière je me suis rendu compte que c'est aussi souvent comme ça qu'on déclenche ce genre de projet. Et on a tenté pendant plusieurs mois on va dire de ventiler cette création de design system auprès des product designers, donc de dire j'ai 10-20% de mon temps qui est dédié au design system, je vais travailler sur tel composant, etc. Et en fait au bout de 4-5 mois on s'est rendu compte que ça marchait pas. C'est-à-dire que le run prend le dessus. D'accord. Et que c'est très difficile de se poser sur un temps long, parce que pour le coup c'est un vrai temps long, prendre un composant, les différents états, synchroniser avec les product designers, synchroniser avec la tech, etc. La chance qu'on a, c'est qu'on a une équipe tech qui est quand même assez formidable et qui a aussi très vite compris l'intérêt du design system. Et comparé à d'autres boîtes de tech avec lesquelles j'ai pu en parler, au contraire c'est eux qui poussent beaucoup. Et j'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. Et franchement, c'est vraiment génial parce que quand c'est eux qui poussent, nous derrière, voilà, on dépile et on fait les éléments. Donc, ce qui s'est passé, c'est que juste avant Covid, on passe sous Figma. Donc, on a eu pas mal de chance parce que c'est vrai que sur la collaboration en remote, Figma versus nous, on avait le triptyque Sketch, Abstract, InVision avant. Qui était bien, mais des fois le connecteur Craft voilà, qui était pas à jour, c'était compliqué, enfin même Abstract c'est bien, mais c'est un peu une usine à gaz parfois. Donc on passe sous Figma, on accueille un consultant qui vient nous aider là-dessus, et là ça a une accélération incroyable. Donc là en fait comme c'est un outil de productivité, on est sur des composants relativement simples. D'accord. Et en fait, sur une première version de ce design system, on a déterminé qu'avec 25 composants, on pouvait déjà couvrir une grande partie du produit. C'est top. Et 25 composants, je compte pas les états. Oui, bien sûr. Donc après, il y a et donc là, normalement, au milieu de l'été, on devrait avoir ce que j'appelle moi cette boîte de Lego disponible avec nous, on passe donc par 08. Qui est un outil qui permet
d'écrire tous les composants, de les mettre de Figma dans 08 pour avoir toute la liste et voir. Exactement. On a concaténé au même endroit. Donc, il y a aussi, on appelle Storybook aussi. Et la même chose pour les devs. Voilà. Et donc, du coup, on a au même endroit, c'est One Stop Shop, on va dire, où on a les éléments graphiques, le code qui va avec, et voilà, de créer ce que j'aime appeler la pierre de Rosette, on va dire, entre le design et la tech. Et en plus, on a rajouté dans 08 aussi les éléments du X-Writing. Ouais, c'est top, ça. Donc, toutes les guidelines du X-Writing, comment on écrit, etc., pour que ça soit vraiment une seule et même interface qui regroupe tout. Et on est sur le projet d'intégrer aussi tous les éléments de branding dans 08. On peut créer des onglets. Donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir vraiment dans 08 tous les éléments centralisés et d'avoir visuellement ce projet-là, d'avoir sous le même toit product design et brand, et qu'il y ait une vraie continuité de langage graphique, sémantique, qu'on soit sur le produit, mais qu'on soit aussi à l'extérieur du produit, sur un stand événementiel, sur un poster dans une salle d'attente d'un médecin, et ce genre de choses, quoi. Donc c'est vraiment de mettre en musique ça au même endroit. Et donc voilà, donc j'ai bonne espoir que cet été on ait cette V1, en sachant que créer cette boîte de Lego, c'est une première étape. L'étape après qui demande encore plus d'énergie, c'est qu'on l'applique. C'est que les designers l'utilisent au quotidien, c'est que les techs aillent bien chercher les bouts de code correspondant aux différents composants. Donc ça va être après toute la continuité une fois qu'on aura lancé ça. En vrai, je pense que ça va être assez ça va se passer tout seul, parce que les product designers dès aujourd'hui, dès qu'un composant a été mis dans 08, qu'il y a sa correspondance tech, il est utilisé directement dans les interfaces, donc ça va se faire déjà petit à petit. Je trouve ça hyper intéressant parce que dans la plupart des personnes que j'ai rencontrées sur ce podcast, on parlait beaucoup de faire le design system au fur et à mesure, de créer le bouton, de l'intégrer. J'ai l'impression que vous avez pris le chemin inverse, qui est de tout créer en amont, d'avoir ce que tu dis, cette boîte de Lego, et seulement de l'intégrer après. On a vraiment fait un grand coup d'accélérateur en prenant une personne dédiée. D'accord. Pour qu'effectivement très très vite on ait l'ensemble des 25 composants et que on puisse les utiliser, quitte à itérer après derrière. Déjà dans cette première phase là, parce que là ça fera en gros un bon trimestre de travail pour faire cette première version, sachant qu'il y avait déjà eu un petit peu de défrichage avant quand même. En un trimestre de travail, on a déjà en fait des interfaces qui utilisent ces composants, quoi. Donc finalement vous l'avez fait un peu on fait un peu comme ça. C'est juste que la durée, comme on a vraiment on a investi sur le sujet avec une personne dédiée, cette période est très très courte, et que du coup l'objectif c'est qu'en septembre on ait suffisamment de composants pour être autonome sur on va dire 90-95% des interfaces, et qu'après à la marge on commence à avoir des discussions intéressantes sur est-ce qu'il faut créer un nouveau composant, est-ce qu'il faut créer un nouvel état, et ce genre de choses. On a pas mal revu l'architecture UX des produits. On était l'agenda Doctolib, c'est un produit qui s'est créé de manière très empirique, donc des fois avec des décalages et avec une consistance parfois discutable de l'expérience utilisateur. Le fait de créer des nouveaux produits page blanche, ça nous a permis aussi de remettre à plat tous ces concepts-là, et du coup de les intégrer dans le design system, ce qui va pouvoir avoir comme conséquence de changer aussi les produits legacy et d'aligner l'ensemble, quoi. Super, donc il va falloir suivre tout ça de très près pour voir comment ça Alors évolue. après, sur les plateformes praticiens, malheureusement, si on n'est pas médecin, c'est difficile de voir l'évolution. Je parlais plus de la partie patient. Ouais. Putain, merci. Je t'avais promis que c'était la dernière question, mais en fait, parler de 08 m'en a amené une autre. Tu parles beaucoup de branding, de la façon de montrer Doctolib comme image de marque. Comment se passe la relation entre le design et le marketing ? Elle est assez récente, parce que il y a vraiment une toute nouvelle équipe marketing qui s'est créée il y a un gros trimestre. D'accord. Jusque-là, Doctolib a eu une croissance organique finalement, beaucoup de sales sur le terrain, de porte-à-porte, de bouche à oreille. Les médecins sont assez friands du bouche à oreille, la confiance aux confrères finalement. Donc là, on est en train de construire justement cette relation. Le branding pour nous, c'est le gardien d'une charte finalement.
qui va être après au service de différents départements, dont le département marketing. Donc il va y avoir des projets hyper intéressants, je pense, l'année prochaine, où on va un peu repenser à fond cette marque. Aujourd'hui, on avance de manière extrêmement neutre. Tout ce qu'on fait, on a une image de marque où on est dans le monde de la médecine. On peut pas partir dans comment dire, de l'imagerie un peu comment dire, rigolote ou ce genre de choses. On se doit d'être extrêmement neutre. Donc du coup, pour l'instant, on n'a pas vraiment de plateforme de marque, je dirais. Ça sera des projets qui vont arriver d'ici l'année prochaine. J'imagine que vous allez avoir la même question sur le wording, sur le writing, puisque c'est vous qui gérez ça aujourd'hui. Tout à fait. J'imagine qu'à terme, le marketing... Ça fera partie des mêmes projets. Sophie, UX-Writer, a aussi une expérience sur la partie marketing. Donc du coup, extrêmement légitime pour à la fois couvrir la charte éditoriale produit et une forme de charte éditoriale branding. L'important pour moi, c'est vraiment cette continuité. J'ai toujours horreur de cette expérience marketing qui est hyper clinquante, hyper belle, etc. J'achète le logiciel, je l'utilise et je me rends compte que c'est vraiment des équipes complètement différentes qui font ces deux produits. Hein. Et vraiment à cœur chez Doctolib de créer cette continuité-là. Et cette continuité, elle se fait que si effectivement l'équipe branding, le X-Writing soit impliqué dans les différents projets, que ce soit le marketing en amont ou le produit en aval. Hyper intéressant. On en parlait avec Marie Dehaye qui travaille chez Alan, qui pour le coup, ils ont un fonctionnement un peu différent. C'est le copywriter au marketing qui les aide sur la partie writing. Et c'est intéressant d'avoir l'autre point de vue. Et j'ai hâte de revenir te voir pour parler de tous ces sujets. En vrai, la colonne vertébrale de Doctolib, c'est le produit. Oui. Donc c'est ça que l'utilisateur utilise au quotidien. Donc finalement, la sémantique, elle vient beaucoup de là. Donc on va faire en sorte de partir de la sémantique produit et de la twister un petit peu pour l'amener vers le marketing. Voilà. Pour l'instant, c'est le projet. On pourra en reparler peut-être dans quelques mois. J'espère. Mickaël, c'est la question de la fin. Est-ce que tu aurais des ressources, des livres, des blogs à nous recommander ? Oui. Alors moi j'aime beaucoup la collection Book Apart qui est assez connue, hein, ces petits formats. Après on avait échangé. Je t'ai déjà envoyé un peu un lien sur une bibliothèque qui est complète, on va dire, d'ouvrages. Je partagerai en description. Sur les formats d'apprentissage, moi je suis assez friand de vidéos et de podcasts en vrai, plus que d'ouvrages écrits. Tu nous recommanderais quoi comme vidéo, comme podcast ? Après, c'est souvent de la sérendipité, quoi. C'est vraiment des choses que je tombe dessus par hasard et je prends ce que j'ai envie de prendre et tout. Donc il y a des vidéos qui m'ont marqué dans mon parcours. Moi, je fais un peu partie de la génération des débuts d'Apple, etc. Donc les premiers talks de Steve Jobs au début étaient particulièrement bluffants, et même aujourd'hui avec du recul, on se dit que oui, il avait pas mal d'années d'avance sur pas mal de monde. Donc j'ai pas de lien comme ça précis à partager. Ok, mais je vois la vidéo dans laquelle tu parles, que je mettrai également en description. Si les gens veulent te contacter, on les renvoie où ? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn ? C'est ce qu'il y a de plus simple, je pense. Ok, ça marche. Je mettrai aussi le lien. Et ben écoute, Mickaël, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé de toutes ces conversations. Merci. Et puis, à très bientôt. Salut. À bientôt. Vous êtes encore là ? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.